Ma fiancée a envoyé un message glacial. Mariage annulé. Attendez-vous à un appel de mon avocat. Ma fiancée m'a un jour envoyé un message d'une froideur incroyable, mariage annulé, attendez-vous à un appel de mon avocat. Je me suis contenté de lui répondre calmement, comme vous voudrez, puis j'ai retiré mon nom de notre demande de prêt immobilier sans un mot de plus. Moins de 2 jours plus tard, son avocate perdait déjà ses moyens et réclamait des explications. Je revois encore l'instant exact où tout a basculé pour moi. J'attendais dans la file d'un supermarché, un panier plein de bricoles, une lasagne surgelée, des sacs poubelles parfumés, des trucs du quotidien quand mon téléphone a vibré. J'ai baissé les yeux et j'ai vu s'afficher son nom, Marissa, ma fiancée, la femme que je croyais être l'amour de ma vie. Du moins, c'est ce que je pensais encore à ce moment-là. J'ai ouvert son message sans vraiment y prêter attention, persuadé que ça concernerait le dîner ou un détail de l'organisation du mariage. À la place, j'ai encaissé 8 mots qui m'ont coupé le souffle, mariage annulé, attendez-vous à un appel de mon avocat. Rien d'autre. Pas une explication, pas une nuance, pas même une émotion. Juste cette phrase sèche, clinique, presque administrative, comme si j'étais un simple contrat qu'elle résiliait. Je suis resté planté là, incapable de bouger. La caissière a dû m'appeler 2 fois avant que je réalise que c'était mon tour. J'ai réglé mes courses machinalement, puis j'ai conduit jusque chez moi sans allumer la radio, sans même penser. Une fois arrivé, je suis resté garé dans l'allée pendant un bon quart d'heure avant de trouver la force d'entrer. Ni larmes, ni colère, juste un calme étrange. Le seul message que je lui ai renvoyé a été « comme vous voudrez ». Je savais parfaitement ce qu'elle cherchait à me dire. Ce n'était pas uniquement la fin du mariage. C'était sa manière de m'annoncer « ne me contacte plus, mon avocat prendra le relais ». J'étais mis de côté, et elle pensait pouvoir diriger toute la suite à sa guise. Mais elle avait oublié un point essentiel. Voyez-vous, Marissa et moi venions tout juste de signer les documents préliminaires pour un prêt hypothécaire commun. Une jolie maison mitoyenne, dans un nouveau quartier en périphérie de Seattle. C'était son choix, son coup de cœur. Elle l'avait déjà imaginé décorée selon ses goûts. Elle racontait même à ses amis que la maison était quasiment à elle. Sauf que rien n'était encore acté. Et surtout, comme nous n'étions pas mariés, j'étais encore libre de mes décisions. Alors, avant même d'enlever mon manteau ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur, je me suis connecté au portail de la banque, et j'ai retiré ma participation à la demande. 3 clics. 3 clics, et tout son joli château de cartes s'est effondré. Je sais ce que vous pourriez penser. Mesquin, peut-être? Un peu, j'en conviens. Mais après 2 ans à construire un avenir commun, après toutes les concessions que j'avais faites, y compris renoncer à un poste à Chicago pour rester près de sa famille, ce n'était pas de la vengeance. C'était une question de respect pour moi-même. Cependant, je n'imaginais pas l'ampleur de ce qui suivrait. Moins de 48 heures plus tard, alors que je mangeais ma lasagne réchauffée affalée sur le canapé, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Je n'ai pas décroché. 1 minute après, une notification de messagerie est apparue. « Bonjour, ici Julia Crane, avocate de mademoiselle Marissa Whitmore. Nous vous demandons de nous rappeler d'urgence concernant votre retrait de l'hypothèque. Cette action pourrait constituer une rupture de contrat ou une interférence financière. Merci de nous contacter immédiatement. » J'ai éclaté de rire. D'urgence, vraiment? Tiens donc. L'assurance glaciale avait disparu. Là, c'était la panique. Je n'ai pas rappelé. J'ai laissé passer le temps, et comme prévu, d'autres appels ont suivi. Des emails aussi, de plus en plus pressants. Ils n'avaient absolument pas anticipé ce retournement. Marissa, fidèle à ses habitudes, avait dû imaginer que je serais anéanti, que je supplierais peut-être même. Mais pas du tout. C'en était fini pour moi. Le lendemain, j'ai reçu un appel de Tessa, une amie à nous deux. Elle ne savait manifestement pas comment aborder le sujet. « Dis-moi, tu t'es vraiment retiré de l'achat de la maison. »
J'ai confirmé. Parce que Marissa est en train de perdre complètement les pédales. Elle avait déjà commandé des meubles, et elle a annoncé à ses parents qu'ils auraient leur propre chambre d'amis. Honnêtement, ça ne m'a même pas surpris. Tessa a marqué une pause avant d'ajouter, elle dit que tu es vindicatif, que tu fais ça pour la punir. J'ai éclaté de rire. Je ne la punissais pas. J'avais simplement arrêté de me laisser prendre pour un idiot. Ce que Marissa ignorait, et ce que personne ne savait encore, c'est que j'avais commencé à avoir des doutes plusieurs semaines avant la rupture. Il y avait des petits signes, des messages tardifs provenant de numéros inconnus, des réunions professionnelles programmées de façon un peu trop pratique, des conversations stoppées net quand j'entrais dans une pièce. Je le voyais, je le sentais. Je n'avais simplement pas voulu l'admettre. Mais maintenant que tout partait en vrille, je commençais enfin à la regarder avec lucidité. Alors j'ai cessé de réagir. J'ai choisi d'observer. Au lieu de répondre à son avocate ou d'essayer de sauver quoi que ce soit, je me suis muré dans le silence. Je les ai laissés s'affoler. Je les ai laissés ruminer. Je les ai laissés s'emmêler dans leurs propres contradictions. Et dans ce silence, des vérités ont commencé à émerger. 2 jours plus tard, on a frappé à ma porte. Je n'attendais personne. C'était son père. Je ne l'avais pas vu depuis un mois, depuis ce dîner où il avait porté un toast pour dire combien il était heureux de m'accueillir dans la famille. Cette fois, il paraissait épuisé, et un peu honteux. Il n'a même pas pris le temps de me saluer. Il m'a demandé d'un ton sec, « Qu'est-ce qui se passe avec la maison ?» J'ai croisé les bras et répondu, « Je ne vais pas acheter une maison avec quelqu'un qui met fin à notre relation par SMS et qui envoie son avocate prendre le relais. Vous êtes ici pour la représenter ?» Il a baissé les yeux. « Non, je suis ici parce qu'elle ne nous dit rien. Un jour elle dit que le mariage est annulé. » Fin de la partie fournie. Le lendemain, elle se mettait déjà à crier à propos de factures de meubles et de vérification de crédit. Son père, lui, ne cherchait qu'à comprendre ce qui se tramait. Pendant un instant, j'ai songé à tout lui dévoiler, à lui raconter ce que j'avais découvert, puis je me suis ravisé. Je me suis contenté de lui dire que c'était elle qui avait mis fin à notre relation et que je n'avais fait que respecter sa décision. À partir de là, elle pouvait assumer les conséquences. Il a hoché la tête, lentement, puis a murmuré quelque chose qui ressemblait à « je lui avais dit de ne pas faire ça ». Ensuite, il est reparti. Je l'ai regardé s'éloigner et une étrange sensation de paix s'est installée en moi. Pourtant, l'histoire était loin d'être terminée. Ce que je n'avais pas encore compris, c'est que Marissa ne s'était pas contentée de me prendre de court, elle avait élaboré quelque chose. Un plan. Un truc mûrement réfléchi. Et j'allais bientôt découvrir pourquoi cette maison lui tenait tant à cœur. La première vraie fissure dans son masque est venue de quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des mois, Brandon, son cousin. Nous n'avions jamais été très proches, mais on avait partagé quelques bières lors de réunions familiales, et on s'était un peu rapprochés parce qu'on se sentait tous les deux comme des intrus dans leur clan très soudé. Il m'a envoyé un message sorti de nulle part. Hey mec. Désolé pour ce qui s'est passé. Je ne savais pas que c'était aussi bordélique. Je voulais juste te dire que tu as esquivé une balle. J'ai contemplé son message longuement avant de répondre. Merci. Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Brandon a répondu aussitôt. Je ne devrais probablement pas en dire plus. Demande-lui juste à propos de Trevor. Le nom ne m'a rien évoqué sur le moment. C'était un prénom courant. J'avais croisé plusieurs Trevor à ses soirées de boulot, peut-être un ou deux lors de ces horribles dégustations de vin du dimanche où elle m'entraînait parfois. Aucun ne me revenait. Je n'ai même pas répondu. Je n'en avais pas besoin. La façon dont Brandon avait écrit ce message bref, prudent, presque effrayé de trop en dire m'a suffi pour comprendre. Ce n'était pas juste un prénom. Trevor avait un lien direct avec la raison de l'annulation du mariage. Et j'avais une petite idée du genre de lien dont il s'agissait. Je suis retourné jeter un œil à son Instagram.
Beaucoup de ses publications étaient devenues privées, mais une chose a retenu mon attention, les photos où elle était identifiée. Il y en avait une, prise lors de la fête de fiançailles d'une amie, quelques semaines plus tôt. Exactement le week-end où elle m'avait assuré être malade et clouée au lit. Elle n'apparaissait pas sur la photo, mais Trevor si. Et il avait le bras passé autour de sa taille, de façon plutôt intime. Mon estomac s'est noué. Pendant que je mangeais des restes et que je choisissais des modèles de carrelage, elle posait avec un autre type, tout en me racontant qu'elle avait la grippe. À cet instant, quelque chose a changé en moi, je n'étais plus blessé. J'étais concentré. Je ne voulais plus seulement partir, je voulais m'en aller proprement. Sans dette, sans attache, sans laisser la moindre trace. J'ai commencé par contacter directement la société de prêts immobiliers pour confirmer que mon retrait du dossier était définitif. Je leur ai même envoyé une copie du message où elle rompait par SMS. Ils m'ont confié officieusement que son avocate avait déjà tenté 2 fois de les faire me remettre sur la demande. C'était trop tard. Ensuite, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis nos fiançailles, j'ai appelé Marcus, mon ancien colocataire de fac, aujourd'hui avocat spécialisé dans l'immobilier à Chicago. Il m'avait proposé un job 1 an plus tôt, mais j'avais refusé parce que Marissa voulait qu'on reste près de sa famille. Je lui ai dit que j'étais de nouveau disponible. Il a éclaté de rire, il était temps. On a fixé un appel vidéo pour le lundi suivant. Toujours rien de Marissa. C'était typiquement elle, éviter les confrontations directes. Elle passait toujours par des intermédiaires, des avocats, des copines, ou de la pression émotionnelle. Mais je n'entrais plus dans son jeu. Du moins, c'est ce que je croyais. Le dimanche matin, une nouvelle bombe m'a explosé au visage. Je me suis réveillé avec 32 notifications en attente. Messages, appels, mais pas d'elle. De ma banque. Apparemment, quelqu'un avait tenté la nuit précédente d'accéder à notre compte d'épargne commun, celui ouvert uniquement pour les dépenses du mariage. J'y avais déposé $10 000 provenant de mon dernier bonus, l'argent qui devait servir pour les traiteurs, la salle, les acomptes. La tentative avait été bloquée parce qu'elle cherchait à transférer toute la somme vers un compte chèque personnel, uniquement à son nom. J'ai immédiatement appelé la banque. Ils ont gelé les fonds. Et pendant que j'étais au téléphone, un email est tombé. Objet, urge concernant les fonds du mariage. Il venait de Julia Crane, son avocate. Monsieur Carter, ma cliente s'inquiète de la gestion des fonds conservés sur le compte d'épargne conjoint destiné au mariage, désormais annulé. Étant donné qu'elle a contribué financièrement à ce compte, elle estime avoir droit à une partie des sommes. C'était complètement faux. Elle n'avait jamais déposé un seul dollar. Et j'avais tous les relevés pour le prouver. Chaque versement venait de moi. Elle avait toujours insisté pour garder son argent de côté, pour plus de flexibilité. Maintenant que tout s'écroulait, elle tentait simplement de me dépouiller en espérant que ça passerait pour un partage équitable. Je n'ai pas répondu. J'ai appelé Marcus à la place. Il m'a dit, tu as toutes les preuves. Tu n'as rien à craindre. Mais écoute-moi bien, si elle a essayé un truc pareil, c'est qu'elle n'a pas fini. Et il avait raison. Ce soir-là, j'ai reçu un message vocal de Marissa elle-même. La première fois qu'elle s'adressait directement à moi depuis son fameux SMS. Sa voix tremblait, pleine d'émotions calculées. On aurait dit qu'elle essayait de sonner brisée. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. J'ai paniqué, d'accord? Les choses sont devenues compliquées et je ne savais plus comment t'en parler. S'il te plaît, crois-moi, je n'essayais pas de te blesser. Je l'ai écouté 2 fois, puis j'ai effacé le message. Sans répondre. Parce que voilà comment ça marche, dès que tu montres à quelqu'un que tu n'as plus peur de t'en aller, c'est lui qui commence à trembler. Et Marissa, elle, avait toujours fonctionné en gardant le contrôle. Elle n'avait aucune habitude de voir quelqu'un lui retourner le script. Lundi est arrivé, et j'ai signé l'offre de Marcus. Télétravail pour commencer,
relocalisation possible plus tard si je le souhaitais. J'avais officiellement repris les rênes de ma vie. Mais c'est mardi que tout s'est désintégré. J'ai reçu un nouvel appel de Tessa. Encore elle. Sa voix sonnait cassée, comme si elle avait pleuré. Il faut que tu saches. Marissa est enceinte. Je me suis figé. Et apparemment, elle racontait partout que c'était moi le père. J'ai senti mon cœur suspendre un battement. Sauf que Trevor. Trevor dormait chez elle toutes les nuits depuis la rupture. Les gens commençaient même à murmurer. J'ai demandé, d'un ton étonnamment calme. De combien est-elle enceinte? 8 semaines, d'après ce qu'elle dit. J'ai fait le calcul. 8 semaines plus tôt, Marissa était en pleine détox et refusait que je la touche. Elle disait de réinitialiser son corps avant la lune de miel. La dernière fois où nous avions été intimes remontait à 9 semaines, à peine. Ce qui voulait dire qu'il y avait une vraie chance que cet enfant ne soit pas de moi. Mais elle mettait déjà en place son petit piège. Elle essayait de m'attacher à elle avec quelque chose de définitif. Probablement pour me forcer à reconnaître l'enfant, peut-être même pour réclamer une pension. Et tout ça alors que mon nom disparaissait tranquillement de son futur prêt immobilier. Le pire? Je savais parfaitement quel serait son prochain mouvement. Je n'ai presque pas dormi après l'appel de Tessa. Je suis resté dans le noir à assembler les pièces, le timing, son comportement, la vraie raison de cette rupture par SMS plutôt qu'en face. Parce que ce n'était pas une rupture. C'était une tactique. Marissa ne m'avait pas quitté par désamour. Elle préparait sa fuite et verrouillait son récit avant même que j'aie eu l'occasion d'ouvrir la bouche. Et là, elle prétendait porter mon enfant. Sauf que ce n'était pas possible. Les dates ne tenaient pas. Nous n'avions pas couché ensemble depuis des semaines. Elle était devenue distante, glaciale, parfois même méprisante. Elle appelait ça une désintox pré-mariage, répétant qu'elle voulait être pure pour notre nuit de noces. À l'époque, je pensais juste qu'elle avait ses lubies. Maintenant, tout prenait sens, elle me tenait à l'écart parce qu'elle savait qu'elle avait franchi une ligne qu'elle ne pouvait plus effacer. Et Trevor, ce n'était pas une erreur. C'était la raison. Le lendemain matin, son avocate a renvoyé un mail encore plus agressif, étant donné les circonstances. Ma cliente envisage des poursuites pour abandon financier et détresse émotionnelle. Elle me charge également de vous notifier officiellement sa grossesse et vos responsabilités parentales présumées. Présumées. Ce mot m'a glacé. Ils essayaient de me serrer dans un coin, de me faire paniquer, de me pousser à commettre une faute exploitable plus tard. Mais je n'ai pas mordu. Je suis retourné vers Marcus et lui ai tout expliqué, la soi-disant grossesse, les doutes sur la paternité, les menaces. Il m'a dit de prendre l'avantage. De créer une trace écrite prouvant la manipulation. Alors je l'ai fait. J'ai engagé une avocate locale, spécialiste du droit familial et financier, Chérie Levin. Froide, incisive et exactement ce qu'il me fallait. Elle a rédigé une lettre formelle envoyée dès le lendemain matin. Je contestais la paternité tant qu'un test ADN certifié n'était pas effectué. Aucune contribution financière ou émotionnelle avant une preuve biologique. Et toute tentative d'accéder à des comptes, ou de me présenter comme abusif, serait considérée comme diffamatoire et traitée en justice. Elle a même ajouté une exigence de divulgation complète des actifs de Marissa, au cas où elle tenterait de me réclamer de l'argent pour la maison annulée. Je ne me retenais plus. 2 heures après l'envoi, mon téléphone sonnait déjà. Marissa, cette fois sans laisser de message. 6 appels en un après-midi. Je n'ai pas répondu. Mais chérie, elle, a reçu un appel de son avocate, Julia. Selon elle, Marissa était bouleversée, piégée, et nous n'aurions jamais dû judiciariser une affaire personnelle. Chérie a répliqué calmement. Elle l'a rendu public en engageant un avocat et en menaçant de poursuites financières. Mon client ne fait que répondre. J'aimerais dire que je restais impassible, mais en réalité je ressentais tout.
La colère, la tristesse, le regret, surtout le regret. Pas d'avoir rompu, non. Mais d'avoir ignoré tous les signaux qui me hurlaient la vérité depuis le début. Son refus de mélanger nos finances avant le mariage. Son contrôle permanent sur notre vie sociale. La façon dont elle esquivait la discussion sur un contrat prénuptial, en riant, « Tu ne me fais pas confiance ?» Et le pire, une part de moi voulait encore croire que tout ça n'était pas réel. Qu'elle avait eu peur. Que Trevor n'était qu'une erreur. Qu'elle essayait de réparer. Mais la réalité, elle, te frappe quand tu regardes ailleurs. Le coup suivant est tombé 2 nuits plus tard, et il venait directement de Trevor. Il devait être autour de 22 heures. J'étais seul chez moi, affalé devant la télévision, quand j'ai reçu un message Facebook d'un compte que je ne connaissais pas. Pas de photo, juste un prénom. Trevor. Le message disait: « Il faut qu'on parle. Je ne veux pas être impliqué dans les jeux qu'elle est en train de jouer. » Je suis resté bloqué sur l'écran un long moment, les mains tremblantes. Finalement, j'ai répondu: « Parle. » Il n'a pas mis longtemps à écrire. Selon lui, Marissa lui avait dit que nous n'étions plus ensemble depuis longtemps. Que le mariage avait été annulé des mois auparavant. Que je l'aidais pour la maison uniquement par culpabilité. Le sang m'a bouilli dans les veines. Nous étions fiancés jusqu'au jour où elle m'a largué par SMS. Ce jour-là, et pas avant. Il a mis presque 10 minutes avant de répondre. Puis le message est arrivé. Elle m'a dit que tu la frappais. J'ai senti le sol se dérober. Oui, c'est ce qu'elle m'a raconté. Qu'elle avait peur de toi. Que tu étais sujet à des crises de colère, que tu cassais des choses quand tu explosais. Je suis resté pétrifié. Jamais je n'avais posé la main sur Marissa. Je n'avais même jamais haussé la voix de manière inquiétante. Nos pires conflits étaient des disputes stériles sur son incapacité à faire de la place pour nous dans son emploi du temps. Mais la violence? Jamais. Rien qui s'en approche. Tu crois vraiment ça, lui ai-je demandé. Il a mis un moment avant de répondre. Puis. Non. Plus maintenant. Le lendemain, j'ai appelé Chérie et je lui ai tout raconté. Elle a immédiatement déposé un contre-dossier de protection et une sorte de défense préventive au cas où Marissa inventerait des accusations d'abus pour gagner de la sympathie au tribunal. La situation devenait plus sombre que ce que j'aurais pu imaginer. Puis est arrivé l'email du vendredi. Un message du prêteur hypothécaire. Pas une simple mise à jour automatisée, un mail personnel, presque embarrassé. Ils avaient été contactés par Julia Crane encore elle pour demander s'il existait un moyen de finaliser l'hypothèque sans moi. Marissa avait tenté de falsifier un document, prétendant que je m'étais retiré volontairement sans rien attendre en retour. La banque l'avait immédiatement repéré, aucune signature ne correspondait. Elle avait carrément falsifié mon nom. J'ai transféré le mail à Chérie. Elle est restée silencieuse 10 minutes, puis m'a appelé. C'est de la fraude. Nous pouvons l'emmener devant la police. Je ne voulais pas en arriver là. Pas tout de suite. Je voulais juste que tout ceci cesse. Mais je savais pertinemment que ce n'était pas fini. Marissa paniquait et agissait dans la panique. Les gens qui perdent pied ne le font jamais calmement. La semaine suivante s'est déroulée comme un brouillard. Chaque jour apportait un nouveau rebondissement, une nouvelle crise fabriquée par Marissa et son avocate. C'était épuisant, mais une partie de moi trouvait presque satisfaisant de la voir perdre le contrôle aussi vite qu'elle avait essayé de me le retirer. Plus elle manipulait, plus elle se dévoilait. Puis Tessa m'a rappelé. Sa voix était haletante, presque chuchotée. Tu ne vas pas le croire, mais Marissa dit maintenant à tout le monde qu'elle a fait une fausse couche. Mon estomac s'est serré. Quoi? Je ne voulais pas crier, mais c'est sorti d'un coup. Elle a posté ça hier soir. Et maintenant tout le monde lui envoie des messages de condoléances. Elle dit qu'elle a perdu le bébé juste après la rupture. Je suis resté figé, absorbant l'ampleur de ce qu'elle venait de dire. La brutalité de son mensonge me laissait sans voix.
Était-ce son plan? Utiliser une fausse couche pour se racheter une image? Se faire passer pour la victime ultime, effaçant ses trahisons derrière une histoire tragique? Je ne savais même pas si elle disait la vérité. Mais j'étais certain d'une chose, Marissa dérapait. Elle cherchait désespérément un moyen de reprendre le contrôle du récit, quitte à inventer une catastrophe. Il n'a pas fallu longtemps avant que son avocate contacte Chéri à nouveau. Cette fois, le ton n'était plus agressif, il était conciliant, presque suppliant. Nous nous rendons compte que tout a pris une ampleur inattendue. Marissa traverse des difficultés personnelles. Nous voulons éviter d'aggraver la situation. Chéri ne leur a laissé aucun espace pour respirer. Elle a rappelé la falsification de l'hypothèque et a été claire. Si elle continue, ce ne sera plus seulement un litige financier. Nous poursuivrons des charges criminelles s'il le faut. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir une forme de satisfaction étrange. Pendant des mois, Marissa avait tiré les ficelles dans l'ombre. Maintenant, tout était enfin exposé, et je n'avais plus peur. Elle n'avait aucune idée de l'ampleur des conséquences. Ce même vendredi, la banque m'a appelé. Ce n'était plus seulement une histoire d'hypothèque. Les documents frauduleux avaient été transmis aux autorités. Une enquête officielle s'ouvrait. Marissa avait franchi une ligne claire. Ce n'était plus une rupture compliquée, c'était un acte criminel. J'ai transmis les informations à Chéri. Elle a immédiatement planifié une réunion avec le bureau du procureur. Pendant ce temps, Marissa s'enfonçait. Ses publications se faisaient plus instables, selfies en pleurs, messages critiques sur le fait d'être incomprise, allusion à des gens qui essaient de détruire tout ce qu'elle aime. La femme confiante que j'avais aimée s'effritait devant tout le monde, s'accrochant au moindre lambeau de contrôle. Je n'ai pas réagi. Je n'ai rien répondu. Ce n'était plus une question d'argent, ni de maison. C'était une question de pouvoir. Marissa avait cru qu'elle pourrait me manipuler, me ridiculiser, me broyer et s'en sortir indemne. Elle s'était trompée. La vérité, c'est que j'avais eu le contrôle depuis le début. Je n'avais plus besoin d'entrer dans son terrain, ni d'alimenter la laideur. Je devais simplement rester droit. L'appel qui a tout changé est arrivé un mercredi. C'était encore son père. Mais cette fois, sa voix n'avait plus rien du ton sec et distant qu'il adoptait lorsqu'il tentait d'agir en médiateur. Il parlait comme un homme qui venait enfin de réaliser la vérité. « Je dois m'excuser », a-t-il commencé. « Je me suis trompé. J'aurais dû voir que quelque chose clochait. » Il a marqué une pause. Marissa, elle nous a menti à tous. J'avais du mal à comprendre ce que j'entendais. Pendant des années, j'avais cherché son approbation, j'avais essayé de prouver que j'étais l'homme qu'il fallait pour sa fille et je découvrais maintenant que j'avais simplement été un pion de plus dans les manipulations de Marissa. Il m'a tout dévoilé. Comment Marissa voyait Trevor en cachette bien avant la rupture. Comment elle avait inventé des histoires de grossesse et de fausses couches pour manipuler son entourage. Comment elle avait même emprunté de l'argent à ses propres parents pour continuer à nourrir ses mensonges. Pendant tout ce temps, j'étais resté aveugle. Je suis désolé, a-t-il répété. Je ferai tout ce que je peux pour arranger la situation. Je ne savais pas quoi répondre. Une part de moi avait envie de lui reprocher de ne rien avoir vu, de l'avoir laissé aller aussi loin. Mais une autre part, celle qui commençait enfin à guérir, comprenait que rien ne changerait ce qui s'était passé. Rien n'effacerait la trahison. Ce que je pouvais faire, en revanche, c'était m'éloigner. Pour de bon. J'ai bloqué son numéro. J'ai supprimé tout ce qui me liait encore à elle, réseaux sociaux, messages, photos. J'ai même rendu certaines de ses affaires, les plus personnelles, que j'ai déposées chez ses parents sans un mot. Elle a tenté de me contacter plusieurs fois encore, mais j'étais déjà loin. Loin de l'homme que j'avais été, loin de la vie que j'avais construite autour d'elle. Et je m'en fichais. Enfin. Le plus difficile a été de comprendre que la femme que j'avais aimée n'avait jamais vraiment existé. Elle jouait un rôle, et moi, je n'étais qu'un élément dans sa mise en scène.
Un an a passé depuis ce chaos. La vie de Marissa est, d'après ce qu'on raconte, un champ de ruines. Je ne m'y intéresse pas assez pour vérifier. Ce n'est plus mon problème. Moi, j'ai avancé. Je me reconstruis. J'ai acheté un nouvel appartement à moi, rien qu'à moi. L'hypothèque porte uniquement mon nom, et pour la première fois depuis très longtemps, je respire librement. Et si cette histoire m'a appris quelque chose, c'est ceci. Ne laissez jamais quelqu'un d'autre définir votre vie à travers ses manipulations. J'ai été naïf, mais je ne le serai plus. Vous avez aimé ce récit? Laissez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la prochaine.